Oubliez Neuralink, juste un instant. Le nom Gab Newell, ça évoque Valve, Steam. Mais saviez-vous qu'il développe aussi, plus discrètement, sa propre interface cerveau-ordinateur, Starfish Neuroscience. Et leur approche, elle pourrait bien changer la donne. Bienvenue à notre exploration des interfaces cerveau-machine, ces technologies fascinantes qui veulent lier notre esprit aux machines. Et aujourd'hui, on va creuser justement cette stratégie unique de Starfish Neuroscience. On s'appuie sur quoi? Des articles de presse spécialisés, des rapports académiques. Oui, de l'Académie de médecine, de l'Académie des technologies en France. Exactement, et des analyses récentes. Le but, c'est de démêler un peu tout ça. Le potentiel médical, qui est immense, les perspectives pour le jeu vidéo, peut-être plus lointaines, et puis les questions éthiques. Incontournable. Alors, Starfish, créé en 2019. C'est vrai que leur chemin est différent de Neuralink. Pas un seul gros implant, mais des interfaces distribuées. Et minimalement invasives. C'est ça, minimalement invasif. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça change la philosophie. L'objectif, c'est d'interagir avec plusieurs zones du cerveau connectées en réseau pour traiter ce qu'ils appellent des dysfonctions au niveau des circuits. Comme Parkinson, la dépression. Voilà, Parkinson, dépression sévère, troubles bipolaires. C'est une vision plus axée sur la réparation de circuits, tu vois, plutôt que d'ajouter une interface globale. D'accord. Et leur puce, c'est l'annoncer pour fin 2025, elle illustre bien ça. Minuscule. Minuscule. C'est-à-dire 2 mm par 4, avec 32 points de contact, 16 canaux. Et surtout, j'ai lu une consommation d'énergie hyper basse. 1,1 milliwatts, exactement. Et ça, c'est crucial techniquement. Pourquoi? Ça ouvre quelle porte? Une telle efficacité, ça ouvre la voie à l'alimentation sans fil, potentiellement sans batterie interne, sans devoir recharger souvent. Ah oui, donc moins de contraintes, moins de risques à long terme. Précisément, et ça facilite l'idée d'avoir plusieurs implants distribués. D'ailleurs, Starfish y mise beaucoup sur la collaboration. Ils cherchent des partenaires, c'est ça? Pour l'alimentation, les systèmes d'implantation. Oui, voilà. Malgré l'ADN très jeu vidéo de Gab Newell, le focus pour l'instant, il reste médical. D'accord. Et ce focus médical, comment il se situe par rapport aux autres approches? On connaît Neuralink, très invasif, les casques EEG non invasifs. Et les semi-invasifs comme Synchron, qui passent par les vaisseaux sanguins. Oui. Alors Starfish, avec ses petits implants distribués, c'est quoi? Ils sont clairement dans le camp invasif. Mais l'idée, c'est d'être minimalement invasif par rapport à un gros implant unique. Je vois. Les applications médicales visées sont assez similaires en fait. Aider les personnes paralysées à contrôler des appareils, à communiquer. Comme les essais de Neuralink ou Synchron. C'est ça, mais aussi traiter des maladies neuropsychiatriques profondes, ou même restaurer des sens, la vision. Le projet Blindsight de Neuralink. Exactement. Ou l'audition, améliorer les implants cochléaires. Mais bon, avec Gabe Newell, l'ombre du jeu vidéo plane toujours. Il a parlé d'expériences supérieures à la réalité, de jeux qui s'adaptent aux émotions. Oui, on pense aux travaux de Valve avec OpenBCA, le casque Galia. Est-ce que l'approche de Starfish, elle se prête bien à ça? C'est une possibilité, mais à long terme, peut-être. Leur technologie actuelle, très ciblée sur des circuits pour des thérapies, elle semble moins faite pour une interface de jeu globale. D'accord. Mais bon, comprendre les circuits neuronaux, ça pourrait indirectement aider à créer des jeux plus immersifs. Et puis, il y a d'autres secteurs qui regardent ça. L'industrie, le bien-être. Mais avant d'en arriver là, les obstacles sont énormes, non? Les défis techniques d'abord. Ah oui. La précision des signaux, la stabilité des implants dans le cerveau, c'est pas simple. Sans parler des risques chirurgicaux, infections, lésions. Et les coûts. L'approbation réglementaire, la FDA aux États-Unis. Exactement. Tout ça, c'est complexe. Et il y a aussi une réticence, compréhensible, face à la chirurgie cérébrale. Ce qui nous amène direct aux questions éthiques. L'Académie de médecine en France, par exemple, a soulevé des points importants. Oui, la confidentialité des données cérébrales, c'est fondamental. Qui accède à nos pensées, même brutes. Avec le risque de manipulation, de contrôle externe. Bien sûr. Et puis, cette ligne, elle est fine entre thérapie réparée et transhumanisme augmenter les capacités humaines. Certains acteurs l'affichent clairement comme ambition. Oui, augmenter la mémoire, la communication directe, se connecter au cloud. C'est ça. Et cette perspective d'augmentation, ça pose des questions d'équité. Est-ce qu'on risque de créer une société à deux vitesses, les augmenter et les autres? Voire des formes de dépendance, de contrôle. C'est un vrai sujet. D'où l'importance de la transparence.
des vraies publications scientifiques, pas juste des annonces. Une régulation forte aussi. Absolument. Et un débat public. L'idée d'un moratoire sur les usages non thérapeutiques, elle circule même. En résumé, les interfaces cerveau-machine, c'est une frontière technologique incroyable, pleine de promesses pour la médecine, mais aussi porteuse de visions futuristes qui nous interrogent sur notre humanité. Tout à fait. Et l'approche de Starfish, plus modulaire, plus ciblée, elle offre une alternative intéressante à suivre. Et ça nous laisse avec une question essentielle. Face à ces technologies qui touchent à notre identité même, comment la société peut-elle encadrer l'innovation pour maximiser les bénéfices thérapeutiques tout en prévenant les dérives potentielles de l'augmentation humaine? Voilà, une question cruciale. C'était le podcast de Philippe. Pour qu'on puisse continuer à explorer ces sujets en profondeur, aidez-nous à atteindre notre objectif de 1000 abonnés. Merci beaucoup de votre écoute.